Elle fut la première, somme toute la plus discrète des grandes favorites de Louis XIV. Franck Ferrand nous raconte aujourd'hui la mystérieuse Louise de la Vallière. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis heureux de consacrer enfin, après toutes ces années, une émission à la duchesse de la Vallière. Après tant et tant de récits sur Montespan, Fontanges, Maintenon, ou avant le temps des favorites, Marie Mancini, bien sûr. En même temps, il n'est sans doute pas indifférent que nous n'ayons jamais parlé de Louise de la Baume-le-Blanc. C'est bien la preuve de son étrange discrétion. Et pour nous parler d'elle cet après-midi, vous avez convié une spécialiste de la cour royale au XVIIe siècle. Oui, Agnès Val, que connaissent bien nos auditeurs et pour qui les couloirs de Saint-Germain n'ont pas de secret. Nous irons aussi explorer le non moins discret château de la Vallière à Reny, entre Amboise et Tours. Jolie façon, me semble-t-il, d'amorcer le week-end. À la fin du printemps 1661, à la cour de France comme dans les salons parisiens, on bruisse, on suppose, on glose, on prétend, on affirme pour les plus vantards. À l'origine de cette agitation, la relation entre le jeune Louis XIV, qui à l'époque n'a que 22 ans, et celle qui a épousé son frère, la jolie, la spirituelle Henriette d'Angleterre, la fameuse madame, vous savez, dont nous avons eu l'occasion déjà de parler. C'est bien simple. Ça fait des semaines que le roi et sa belle-sœur passent tout le temps qu'ils peuvent ensemble. On les voit se lancer dans des petites escapades, partager toutes sortes de jeux, de quoi inquiéter évidemment la reine-mère, Anne d'Autriche, très attentive aux bonnes mœurs, surtout lorsqu'il s'agit de ses fils, bien entendu. Quant à monsieur, le frère du roi, il est mécontent bien sûr de voir sa femme si proche de son frangin. Il faut y ajouter la pauvre reine Marie-Thérèse, qui est enceinte à l'époque et qui vit dans la crainte d'être délaissée. Alors elle, vraiment, on peut dire... Déjà. Ah oui, la pauvre, ça a été une vie compliquée. Louis XIV et Henriette ont beau n'avoir probablement rien de sérieux à se reprocher. Il faut dissiper le parfum de scandale. Un plan est mis au point. Il s'agit de faire croire que si le roi fréquente autant sa belle-sœur, c'est parce qu'en vérité, il serait sous le charme de l'une de ses demoiselles d'honneur. C'est assez malin, comme c'est malin, ouais. Parmi les diversions possibles, Louise de la Baume-le-Blanc, demoiselle de la Vallière. Aux yeux d'Henriette, elle peut paraître crédible dans le rôle, sans présenter a priori un danger pour sa propre relation avec le roi. Elle a presque 17 ans. Elle est très timide, sans doute plus jolie que belle. D'elle se dégage un véritable charme, mais qui est un charme innocent, si on peut dire. Assez touchant même. Vous voyez le genre de jeune fille. L'impression générale était de finesse, de gracilité, d'élégance, nous dit Simone Berthière. On notait une démarche souple et légère qui ne déparait pas sa claudication, un teint transparent, des cheveux bien fournis d'un blond argenté, de grands yeux bleus, quelques imperfections, des dents irrégulières, une gorge trop maigre, largement compensée par la qualité du regard, si tendre et en même temps si modeste qu'il gagnait le cœur et l'estime au même moment. C'est pas joliment dit, ça. C'est magnifique. Il n'est sans doute pas trop difficile au roi de jouer les amoureux de cette suivante, si l'on peut dire, de sa belle-sœur. Finalement, voilà, tout le monde est content. Le passage de sentiments fictifs, joués, si l'on peut dire, à une inclination réelle va être fulgurant. Louis XIV est certainement touché par le caractère sincère, le caractère bon de cette jeune fille qui tranche tellement sur tous les faux-semblants de la cour. Louise, de son côté, est un petit peu étonnée d'attirer les regards du roi en personne. Elle est subjuguée à la vérité. Vous imaginez, d'abord, non seulement Louis XIV, vous imaginez, c'est le roi de France, mais en plus, il est d'une prestance incroyable et, disons-le, il est très beau. Tout est réuni pour que la nouvelle passion s'épanouisse à la faveur de cet été 1661, au détriment donc de la belle-sœur, de madame, qui est assez fâchée, à vrai dire, d'être ainsi supplantée. Aux premières approches royales succèdent de petites discussions à la nuit tombée, puis la liaison, j'allais dire la lésion, non pas encore, devient charnelle. Puisqu'il n'est plus question de faire semblant pour tromper la cour, eh bien maintenant il va falloir que Louise et Louis cachent leur lien. De fait, ils sont trop souvent séparés à leur goût. Louise n'a d'ailleurs pas d'autre choix que de suivre madame à chaque fois qu'elle s'éloigne de la cour et c'est ainsi que les amants vont se mettre à s'écrire. On raconte que, n'ayant tous deux qu'une maîtrise assez limitée de l'art poétique, ils cherchent chacun de son côté quelqu'un qui puisse les aider à tourner un joli billet rimé. Alors, le hasard va les pousser à solliciter celui dont on dit qu'il pond littéralement des vers comme il respire, c'est-à-dire le marquis d'Anjou. Et alors, vous imaginez, d'Anjou, dans cette jolie situation, il écrit des billets
à Louis XIV au nom de Louise et il écrit des billets à Louise au nom du roi. Il se répond à lui-même. Oui, c'est ça, il se répond à lui-même. Les mois passent, le roi poursuit sa liaison malgré les remontrances de sa mère, d'Anne d'Autriche, qui est bien informée et qui a vite compris ce qui se trame. Anne a beau parler à son fils du courroux divin, du respect dû à la reine, etc. La reine qui entre parenthèses, elle-même est sa nièce. Louis XIV est tout à sa passion. La pauvre Marie-Thérèse ignore l'essentiel de cette affaire, heureusement pour elle. Elle remplit son devoir en donnant naissance à un dauphin en novembre 1661. Il ne faudrait pas pour autant imaginer que Louise soit devenue la deuxième reine de la cour. En vérité, elle est dans une situation assez fausse. Son secret se sait de plus en plus, mais elle doit conserver les apparences, rester à sa place, qui somme toute est relativement modeste. Elle est exposée à toutes les jalousies, bien entendu, y compris et même d'abord à celle d'Henriette. Elle se retrouve en difficulté un soir de l'hiver 1662, on est aux Tuileries. Lors d'une des rencontres avec le roi, celui-ci comprend que Louise sait des secrets sur diverses galanteries de sa maîtresse. On peut penser que certains lui ont fait des confidences pour la mettre dans une position délicate. Seulement, Louis XIV a beau la sommer de parler, elle refuse de trahir Henriette. Le roi s'exaspère, il finit par quitter la pièce très énervé. Louise, là, est complètement désemparée. Impossible pour elle de s'endormir. Elle voudrait un billet de réconciliation, elle voudrait un geste, elle voudrait un signe. Seulement, rien ne vient. Le désespoir irrépressible l'envahit et comme on le voit souvent chez les personnes timides, elle prend une décision brusque. C'est Henri Carré qui raconte. Louise s'échappe des Tuileries au petit jour et la tête perdue. Après avoir erré au hasard, elle s'en va jusqu'au couvent des chanoinesses de Chaillot où elle compte réfugier son âme en détresse. La communauté est alors dans la période de recueillement du carême. Surprise de l'air égaré de l'intruse qui vient troubler cette paix, la prieure refuse de lui laisser franchir la grille du cloître. Demeurée seule dans le parloir glacial, la malheureuse s'écroule sur un banc, prostrée de chagrin. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors vous nous racontez une histoire d'amour aujourd'hui, Franck Ferrand, mais une histoire d'amour douloureuse, celle de Louis XIV avec la sensible Louise de la Vallière. Alors on l'a vu après une dispute avec le roi, elle a pris la fuite. La pauvre, elle s'est réfugiée dans un couvent. Et avant de savoir comment le roi va réagir, je me pose quand même une question, Franck. Comment Louise de la Vallière, cette jeune discrète, est arrivée au service d'Henriette d'Angleterre, la belle-sœur du roi ? Vous avez raison, elle est d'une noblesse assez modeste, somme toute. Elle a grandi en Touraine, dans le château de sa famille, le château de Reny, où nous irons nous-mêmes tout à l'heure. Son père est mort tôt, ce qui a laissé les proches dans la gêne. Sa mère est parvenue à se remarier avec un homme attaché à la petite cour de Gaston d'Orléans. Gaston d'Orléans, c'était le frère de Louis XIII, l'oncle disgracié de Louis XIV, qui lui est installé à Blois. Et ça, c'est d'une certaine manière la chance de Louise, puisque elle vit avec la famille princière, elle peut parfaire sa connaissance des usages du monde. C'est comme ça, nous allons le voir avec Agnès Val, c'est comme ça qu'elle a pu gagner ce qu'on appelle l'ère de la cour. Seulement, après la mort de Gaston, la question de son avenir s'est posée. Et c'est à ce moment-là que, grâce à l'appui d'une parente éloignée, elle a intégré la maison d'Henriette d'Angleterre. Henriette d'Angleterre qui venait d'épouser Monsieur, donc en 1660. Donc, quand Louise prend la fuite, elle est toujours attachée à Madame. Ce départ intempestif constitue une faute vis-à-vis de son service. Elle est censée être demoiselle d'honneur. On demande l'autorisation avant de quitter la cour. Quant à Louis XIV, il est prévenu dans la journée et sa réaction ne se fait pas attendre. Il était en pleine audience, peu importe, il abrège l'audience et avec un seul garde à ses côtés, il se précipite à cheval vers le couvent de Chaillot. Il y a dans cette période de la vie de Louis XIV une forme de virilité qui n'est pas sans rappeler ce qu'on connaîtra plus tard chez le premier consul et chez Napoléon. Vous voyez, ça se calmera par la suite. Louis XIV arrondira beaucoup les angles. C'est Henri Carré qui raconte. Le roi se fait annoncer aux religieuses bouleversées et introduit aussitôt. Il aperçoit sa chère maîtresse défaillante et le visage inondé de larmes. À l'annonce du coup de tête de Louise, il s'était senti partagé entre l'émotion et la colère. Mais au spectacle de ce désespoir, les reproches expirent sur ses lèvres. Il s'attendrit à son tour et déjà, il a pardonné. Bref, ça y est, l'orage est passé. Louis XIV use même de son autorité auprès de Madame pour qu'elle ne congédie pas, bien sûr, sa demoiselle d'honneur. Et en apparence, Louise n'a rien perdu à ce petit drame hivernal. Au contraire, la confiance du roi est peut-être un tout
petit peu émoussé quand même. Et surtout, l'affaire a beaucoup fait jaser. Louise est plus que jamais le centre de toutes les attentions. Or, elle ne paraît pas armée, disons-le, pour supporter, pour subir et encore moins pour organiser des intrigues de cour. Certains lui tendent des pièges, s'évertuent à placer sous les yeux de Louis XIV les plus jolies femmes possibles. Quant aux dévots, et bien sûr il faut mettre la reine-mère au rang des dévots d'une certaine manière, même si la reine-mère a toujours critiqué les dévots, mais en fait elle est au milieu d'eux, disons-le, il réitère critiques, condamnations. La situation de Louise se complique encore quand elle se découvre enceinte en 1663. Le roi, à ce moment-là, la détache de la maison de sa belle-sœur. On cache la grossesse comme on peut, tant bien que mal, mais disons-le plutôt mal que bien. L'accouchement a lieu le 19 décembre et il se déroule dans des conditions rocambolesques. Alors c'est Simone Berthière cette fois qui parle. Olivier Lefebvre d'Ormesson conte dans son journal que le chirurgien Boucher, entre parenthèses, il était bien nommé lui, fut enlevé en carrosse par des inconnus et conduit les yeux bandés dans une maison où il dut accoucher une dame masquée elle-même. Divers indices invitaient à penser qu'il s'agissait de la Vallière. Quand la jeune femme apparut à la messe de minuit pâle et fort changée, le doute se fit certitude. Elle eut à peine le temps de voir son fils, puisque immédiatement l'enfant est confié à des personnes de confiance. Il faut continuer à sauver toutes les apparences. Et dans les mois qui suivent, la situation de Louise, alors là, évolue complètement, puisque le roi a décidé d'en faire une véritable favorite. On est presque de retour à la cour de François Ier d'un seul coup. Il donne une place de choix à Louise dans diverses festivités, il lui témoigne tous les égards publics, il finit même par faire tolérer sa présence à sa mère. Inutile de vous dire que Anne d'Autriche a le sourire un peu coincé. Bien entendu, pour la reine Marie-Thérèse, ça c'est un drame. Ben oui, parce que là, on peut dire que son infortune maintenant s'affiche au grand jour. C'est le triomphe de Louise qui est facilité par la mort de la reine-mère en 1666. Triomphe dont il faut bien dire qu'il est fragile. De nouvelles grossesses vont la marquer physiquement, ça c'est jamais très bon ça. La passion du roi donne des signes d'essoufflement, surtout une rivale bien plus sérieuse que les autres. Ah, la voilà. Et la voilà. Elle est en train de se faire remarquer. C'est Madame de Montespan, bien sûr, qui, elle, n'est pas demoiselle d'honneur de Madame. Elle est, elle, dame d'honneur de la reine. On l'appelle Athénaïs, c'est le temps des précieuses à l'époque. La jeune femme, elle est la beauté même. Alors elle, vraiment avec des cheveux incroyables. On a l'impression qu'ils sont en or, des yeux d'un bleu incroyablement profond, avec un esprit mordant, une assurance invraisemblable. C'est l'esprit Mortemart, vous savez, capable de réparties assassines. Alors vous imaginez qu'à côté, la timide Louise, évidemment, paraît un petit peu terne. L'attention du roi n'est pas seulement attirée par Athénaïs, elle est retenue. Elle est bientôt captive, cette attention. Louis XIV n'en oublie pas Louise, pour autant, il a toujours de l'attachement pour elle. En 1666, elle lui donne d'ailleurs une fille qui, contrairement à ses deux aînés, va survivre. Cette fois, le roi décide de légitimer l'enfant. Il donne à Louise le titre de duchesse. C'est jamais très bon quand vous recevez de grands honneurs publics comme ça et que vous êtes favorite. Elle va recevoir toutes ces privautés avec, disons-le, un mélange d'amertume et de résignation, mais sans illusion. Dans une lettre que cite Simone Berthière, elle écrit « C'est une coutume parmi les gens raisonnables, au changement qu'ils font de leurs domestiques, d'en prévenir le congé par le paiement de leurs gages ou par des reconnaissances de leurs services. » Ce qui, au passage, nous montre la grande intelligence de cette jeune femme. Louise, de nouveau enceinte, se bat comme elle peut. Elle est censée rester au calme à Saint-Germain, où réside la cour. À l'époque, on n'est pas encore à Versailles. Le roi est en train de guerroyer dans les Flandres. Eh bien, d'un seul coup, elle décide de rejoindre la suite royale. Elle va enchaîner les maladresses, là. Elle va même jusqu'à se présenter devant le roi en doublant, si j'ose dire, le carrosse de la reine. Et c'est Agnès Val qui le note. Louis XIV lui fait remarquer que devancer son épouse est un affront impardonnable. Il ignore sa favorite pendant tout le séjour. Vous imaginez ce qu'elle a dû vivre là. Il fait comme si elle n'existait pas, tout simplement. Il faut dire qu'à la même époque, Madame de Montespan vient de céder aux avances du roi. Voilà la vérité de cette affaire. C'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. Décidément, l'avenir de Louise s'annonce assez difficile. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire d'amour de Louis XIV et Louise de la Vallière. Alors pour l'instant, Franck, l'histoire d'amour s'essouffle puisque Louis XIV
lui, va créer une véritable passion pour la Montespan. Oui, alors là, on est à l'époque du ménage à trois, si j'ose dire. Il y a toujours la pauvre reine qui est là, bien entendu. Oui. Et puis maintenant, Louis XIV a 2 favorites. Alors là, je peux vous dire que ça fait des gorges chaudes dans toute l'Europe. En 1670, alors qu'Athénaïs donne naissance au futur duc du Maine, Louise, de son côté, fait une probable fausse couche qui va manquer de la tuer. Est-ce que c'est ça qui a été le déclic, comme nous dirions-nous En tout cas, Louise semble de plus en plus soucieuse du jugement de Dieu et des conséquences de ce qui, à ses yeux, reste un péché, bien entendu. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'abandonner le monde, ce monde qui pourtant est devenu tellement dur, tellement intenable pour elle. Elle est dans l'ombre maintenant de la splendide Athénaïs. Je cite à nouveau Agnès Valk. Louise est en privé de plus en plus écartée et délaissée par son royal amant. Rien ne transparaît au dehors dans la mesure où le roi exige leur présence à toutes 2, souvent côte à côte. Louise, qui aime et aimera toujours le roi, pleure toutes les larmes de son corps. Son attachement est tel qu'elle accepterait de le partager, mais Athénaïs adopte un comportement méprisant envers la pauvre Louise, et c'est l'heure des humiliations. En 1671, à la veille du carême, Louise est à bout, elle finit par jeter ses reproches au visage du roi, et là l'histoire se répète de nouveau. Elle ne peut retenir sa pulsion, elle s'échappe pour aller rejoindre le couvent des Visitandines de Chaillot. Seulement, cette fois, Louis XIV ne va pas venir la chercher, il la fait simplement demander. Elle résiste, elle ne veut pas rentrer. Louise lui fait passer un message, néanmoins, et dans ces mots, le roi retrouve cette passion éperdue, cette passion désintéressée qui l'avait 10 ans plus tôt tellement touchée. Il ordonne de la faire revenir. Je dis bien, il ordonne. Les retrouvailles ont lieu, elles sont émouvantes. L'étrange quotidien du roi peut reprendre, partagé donc entre ses 2 favorites, pas si partagé que ça, somme toute. Derrière l'équilibre apparent, Athénaïs poursuit ses brimades contre celle qu'elle considère comme une rivale. Le roi aussi d'ailleurs peut se montrer cruel, plus lui par inconscience peut-être. Louise choisit sans doute de voir dans ces humiliations répétées une sorte de chemin d'expiation et finalement, après avoir mûrement réfléchi, elle arrête une grave décision, celle d'entrer elle-même au Carmel, autrement dit de se retirer définitivement pour aller mener une vie de contemplation. Le roi à qui elle en parle va avoir la cruauté, si je puis dire, la cruauté en négatif de ne pas s'y opposer. Alors quant aux enfants survivants, Mademoiselle de Blois et le petit comte de Vermandois, ils font partie du grand renoncement de Louise puisqu'ils vont poursuivre leur chemin à la cour, loin de leur mère. Vous imaginez cette situation ? Louise poursuit, si je puis dire, sa démarche. Elle supplie même la reine à genoux devant la cour de lui accorder son pardon. Marie-Thérèse, qui est bien bonne, accepte évidemment que faire devant cette femme qui a l'air d'être devenue toute religieuse. Et en avril 1674, c'est donc tard quand même, la porte du Carmel se referme derrière celle qui a été la favorite du roi. Elle a 29 ans. Louise laisse derrière elle ce qui était devenu pour elle un enfer, l'enfer de la cour. Est-ce que le paradis est au bout du chemin ? En tout cas, je peux vous dire que ce sera désormais sa seule et unique attention. Bonjour Agnès Valk. C'est assez étrange de voir qu'aujourd'hui, Louise de Baume-le-Blanc, duchesse de la Vallière, est un petit peu oubliée, disons-le. On la mentionne très souvent, mais on ne s'attarde jamais à son parcours, alors qu'il y a un siècle et demi, elle était la plus célèbre et la plus commentée des favorites de Louis XIV. Oui, les temps ont changé. Il y a un siècle, on appréciait justement ce caractère de rédemption et cette vie qui est assez romanesque, mais qui est une vie de pénitence. Notre époque n'aime plus la pénitence. Elle aime des choses glorieuses et elle est trop timide, trop effacée, trop soumise au roi. Elle ne peut pas plaire, par exemple, aux féministes, parce qu'elle est réellement soumise, mais complètement soumise au roi d'abord, puis à la religion. Puis après à la religion. Donc on comprend que les bourgeois du 19e l'étaient aimés, somme toute. Voilà, parce qu'elle incarne le droit chemin. Et voilà, donc notre époque ne l'aime plus tellement. Elle préfère Madame de Montespan ou Madame de Maintenon, encore que Madame de Maintenon, pas vraiment vers la fin. Qu'est-elle devenue après son entrée au Carmel, cette pauvre Louise ? Une religieuse parfaite, absolument parfaite. Donc elle a vécu 36 ans au Carmel, en essayant de se faire la plus petite possible. C'est-à-dire vraiment oubliée. Alors la cour ne
meurt très peu de temps avant Louis XIV, en 1710 en fait. Oui, exactement, oui. Et mais alors la cour venait la voir, mais très régulièrement, c'est-à-dire que on ne l'avait pas oublié. Alors ce Carmel, il faut quand même aussi le préciser, était à la fois un Carmel très dur, puisque ça a été le premier Carmel qui a été réformé selon les règles de Sainte Thérèse d'Avila. Donc au début du XVIIe siècle, c'était vraiment un Carmel phare de la contre-réforme et une sorte de Carmel pilote dans la dévotion. Alors Louise n'a pas toujours été au Carmel. Si vous voulez, nous allons reprendre son parcours ensemble parce qu'un nombre assez considérable de questions continue de se poser. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous découvrons aujourd'hui dans Au cœur de l'histoire celle qui a été la favorite très amoureuse de Louis XIV, Mademoiselle de la Vallière. Et nous allons en savoir plus sur cette jeune femme grâce à votre invité. Franck, vous recevez l'historienne Agnès Valk, qui est aussi l'auteur de Duel pour un roi, Madame de Montespan contre Madame de Maintenon, paru chez Talandier. Tout est dans le Mademoiselle, parce que les autres favorites de Louis XIV ont été mariées. Elle est une célibataire, en fait. Elle est Mademoiselle de la Vallière avant de devenir la duchesse que l'on sait. Ça joue un rôle, ça, bien sûr. C'est important, peut-être. Ça joue un rôle dans l'adultère du roi. Il est, d'une certaine manière... C'est pas un double adultère. Adultère simple. Voilà, simple. C'est un tout petit peu moins grave, mais ça va l'empêcher de penser à un futur qui serait en dehors de la cour, autrement qu'un futur au couvent. Parce que qui pourrait l'épouser ? Mais oui. Elle ne peut, étant donné qu'elle va épouser une femme dont l'honneur a été, alors là, très publiquement Oui, et puis en plus, elle a 2 enfants maltraité. Qui sont en vie. Elle en a eu 4, mais 2 enfants qui sont en vie. Donc c'est impossible. Elle ne peut pas trouver quelqu'un. Donc si elle souhaite quitter la cour, si elle ne veut pas continuer à vivre cet enfer, parce que la cour pour elle, c'est quand même un enfer, avec la présence de Madame de Montespan qui l'a supplantée auprès du roi, eh bien, il n'y a qu'une orientation, il n'y a que le couvent. Alors moi, je dirais, ça tombe bien parce que je pense que elle aime beaucoup le couvent. Oui, c'est-à-dire ça lui convenait, ça lui finalement. convient parfaitement et on ne peut pas faire des si et des mais je pense qu'elle avait plus ou moins une vocation. En tout cas, c'est quelque chose qui lui convient bien. Alors, pour la comprendre, cette vocation, il faut peut-être revenir un peu à l'enfance. Oui. Une enfance qui, normalement, n'aurait pas dû du tout la conduire jusqu'aux allées du pouvoir, jusqu'à la cour de France. Elle est née dans une bonne famille. C'est une bonne famille, mais son père a quand même eu des fonctions de gouverneur et a quand même, par exemple, sous la Fronde, a pris le parti du roi. Donc, c'est vraiment une famille noble de province, mais très très bien puisque c'est classique, on va dire. Voilà, c'est classique, mais c'est des gens qui prennent parti pour la monarchie. Ce sont des grands serviteurs quand même de l'État. Alors c'est vrai, c'est parce que son père meurt que sa mère se remariant, alors bizarrement, sa mère se remarie avec quelqu'un qui est dans l'entourage de Gaston d'Orléans, qui alors lui était un frondeur. Un frondeur, oui, voilà, ou peut-être pas frondeur vraiment, mais vraiment un frondeur. Alors ça, c'est assez spécial. Il a passé son temps à monter des complots contre son frère, qui était le père de Louis XIV. Voilà, donc c'est curieux de voir que la première famille est une famille attachée à la monarchie, et puis son beau-père, lui, est plutôt un peu séditieux. Et en même temps, c'est ce qu'on appelle la petite cour de Blois. Oui. Et cette petite cour de Blois, on dit qu'à l'époque, elle a été la plus raffinée d'Europe. Ça n'est pas négligeable non plus, ça, bien sûr. Oui, voilà, très raffinée. Donc, elle vit avec les 3 filles que Gaston a eues de son second mariage et qui ont le même âge qu'elle. Et elle s'amuse beaucoup. Elle aime cette atmosphère, donc un peu de pensionnat de jeune fille, on pourrait dire. Avec un grand intérêt pour les lettres, notamment pour les lettres classiques. On parle en latin à Blois, etc. Exactement. Donc, ça veut dire qu'elle va quand même être un petit peu... On est loin du bas bleu, mais c'est une jeune fille très cultivée lorsqu'elle arrive à la cour. Ah oui, elle est très cultivée, elle est intelligente, mais c'est aussi un milieu dévot. C'est quand même un milieu qui est très attaché à la religion et qui est très attaché à promouvoir le catholicisme, du XVIIe siècle. Donc, on a effectivement une jeune fille qui est brillante. Alors, elle est brillante aussi parce que elle monte très très bien à cheval. Elle chasse. Et bien qu'elle ait eu un petit défaut, puisqu'elle ait été claudicante et sans doute un peu boiteuse. Elle boitait un petit peu, mais très légèrement. Il paraît que ça a ajouté à son charme, dit Madame de Sévigné. Oui, paraît-il. Il fallait bien trouver
voilà, quelque chose à dire de cette petite malformation. C'était vraiment une Amazone hors pair. C'est ça qui a plu à Louis XIV ? Je pense que ça lui a beaucoup plu. sûr. Parce que Louis XIV était un sportif, un grand sportif. Vers la fin, non, parce que vers la fin, il avait trop de difficultés physiques. Mais jusque vers 35 ans, il montait à cheval tous les jours. Il aimait chasser. Et c'était faire du sport. C'est quelqu'un qui aimait le sport. Et donc, il pouvait aller chasser, chevaucher tous les deux. Et c'était là, pour le coup, très romanesque. Alors, ce qu'il y a de très romantique. romanesque, et ce qui est magnifique dans l'histoire de Louise de la Vallière, c'est qu'au départ, elle n'est qu'un leurre. Elle est un prétexte, en fait. On essaie de dire que si le roi passe son temps chez sa belle-sœur, ce n'est pas pour les beaux yeux de la belle-sœur, c'est uniquement parce qu'il aurait une coquetterie avec une de ses demoiselles. Voilà, exactement. Et en plus, elle a été choisie vraiment par hasard, parce que il y avait 3 personnes qui pouvaient éventuellement faire l'affaire pour diverses raisons. Et Louis XIV, finalement, a choisi Mademoiselle de la Vallière parce que il lui aurait entendu dire qu'elle aurait aimé, que de toute façon, même s'il n'était pas roi, il était aimable et que on ne pouvait que l'aimer en tant qu'homme. Et alors ça l'aurait beaucoup touché Louis XIV, qui du coup a dit voilà, je vais essayer de faire quelque chose avec. Mais alors, ce qui est magnifique, c'est qu'il se prend au jeu. Ça ferait une jolie pièce de théâtre, ça, évidemment. C'est-à-dire qu'au départ, il fait semblant d'être amoureux d'elle, et puis petit à petit, il se rend compte que c'est vrai, en fait. Oui. Elle est subjuguée depuis le départ parce qu'elle a 17 ans, parce Bien que sûr. C'est le roi. voilà, Quoi. c'est le roi, parce qu'il est beau. C'est vrai qu'il est beau. Il a c'est des critères de l'époque, mais il est très beau, qu'il a beaucoup de prestance. Il a de la prestance alors qu'elle est timide. Donc elle est peut-être attirée aussi par le fait que il est omnipotent, enfin il peut tout. Et Louis XIV, justement, est séduit un peu par cette personne qui est tout à fait son contraire, qui est timide, qui est très simple, mais qui est intelligente. Louis XIV, j'ai toujours l'habitude de dire, il aime les femmes intelligentes. Oui, c'est très étonnant, voilà. ça. Il aime les femmes qui ont de la culture. Les 3 grandes personnalités, les 3 grandes femmes de sa vie, ce sont 3 femmes qui sont parmi les plus intelligentes qui soient. C'est-à-dire, évidemment, la Vallière, Montespan et maintenant, ne l'oublions pas. Oui. Et très, très cultivée. Alors, la Vallière est un petit peu trop jeune et manque un petit peu d'expérience, de telle sorte qu'elle n'arrive pas à manipuler Louis XIV, et elle n'a peut-être pas envie non plus, c'est peut-être son caractère aussi. Donc disons que son intelligence s'arrête là, puisque elle n'arrivera jamais à lui faire ce qu'elle voudrait, elle, peut-être. Alors, quel est le rôle de la mère du roi dans cette affaire d'Anne d'Autriche ? Parce que on a l'impression que c'est très complexe, on a l'impression que c'est un peu elle qui pousse son fils dans les bras de la Vallière, et en même temps, elle ne veut pas d'elle dans son entourage proche, dans un premier temps, en tout cas. Oui, il faut qu'elle montre quand même qu'effectivement, elle n'approuve pas les passades du roi, et en plus, elle joue un rôle aussi vis-à-vis de sa belle-fille. On sait que Marie-Thérèse est très sensible et très impressionnable, et surtout qu'elle aime son mari. Alors, voilà encore une grande amoureuse, elle aime beaucoup son mari, qui ne l'aime pas. Il y a trop de gens qui t'aiment, comme chante. Exactement. Hélène Ségara. Merci. Voilà, exactement. Et donc, il faut préserver à tout prix la reine. Il faut surtout qu'elle en sache le moins possible, parce qu'on a très peur qu'étant impressionnable, elle fasse une fausse couche. C'est-à-dire qu'elle se mette à pleurer toutes les larmes de son corps, et que ça entraîne, parce qu'à cette époque, on pense que les humeurs, voilà. La reine-mère couve sa belle-fille, surtout, essentiellement. Oui. Elle couve sa belle-fille parce que elle a une vraie notion de la dynastie. Elle veut absolument qu'il y ait des enfants et que son fils... Il y aura un héritier, mais c'est suffisant, puisqu'il il y a aura eu beaucoup d'enfants, mais un seul vivra. Qui vivra. Voilà. Le fameux Monseigneur, le grand dauphin, qui justement naît au moment où se nouent les amours du roi et de la Vallière. Voilà, mais la reine ne le sait pas. Voilà. Ensuite, elle va s'en douter. Elle le sait, et d'ailleurs, elle aura des propos extrêmement vifs contre Mademoiselle de la Vallière, qui pourtant vraiment, je dirais, n'y est pour rien. D'où cette scène extraordinaire quand Louise quitte la cour, où elle se jette aux pieds de la reine après lui avoir fait savoir qu'elle souhaitait la voir. La reine accepte, et c'est la grande réconciliation qui est très belle de part et d'autre. Ce sont 2 femmes abandonnées de Louis XIV. Exactement.
Exactement. Elles C'est-à-dire se que c'est soutiennent. peut-être la solution. Voilà. Oui, c'est pour ça. Oui, elles se tiennent. Et alors, du coup, la reine viendra la voir au couvent. Que je disais tout à l'heure que toute la cour est passée chez les Carmélites. Oui. C'est vrai. Y compris la reine de France. C'est quand même assez extraordinaire. Madame de Montespan est venue la voir plusieurs fois, 2 fois certainement. Donc voilà, on lui rend quand même visite. Alors, nous n'en dans sommes sa pas encore retraite. tout à fait là. Oui. Avant ça, il va y avoir les enfants. C'est quand même la grande question. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire d'une passionnante histoire d'amour, celle de Mademoiselle de la Vallière et de Louis XIV, qui ensemble ont eu des enfants, et on en parle avec votre invitée, l'historienne Agnès Valk. Comment vit-elle le fait d'être enceinte? Ça a dû être assez terrible quand même. D'un côté, elle est amoureuse du roi, et d'un autre, elle est dans une position que l'Église réprouve. Alors il y a ça, donc les enfants, elle vit extrêmement mal le fait d'être enceinte. Et moi je dirais qu'il y a encore un degré supplémentaire. Elle est tellement amoureuse de Louis XIV que les enfants sont en trop. Et voilà. Voilà. Elle est jeune, elle a 20 ans. Ce n'est pas une mère, c'est une amante. C'est une amante, c'est une amante. Elle a un désir, je pense, d'absolu. Alors elle essaie de le trouver dans l'amour avec Louis XIV. Elle n'y arrivera pas et elle essaiera ensuite de le retrouver au couvent. On sent quand même que ces enfants, bien que légitimés par le Parlement, c'est-à-dire que c'est la première fois que ça a lieu à cette époque-là. Oui, ensuite, il y a eu ceux de Madame de Montespan, mais c'est un honneur absolument gigantesque que fait le roi de reconnaître et de légitimer les enfants qu'il a avec Louise de la Vallière, mais malgré ça, on sent qu'elle a toujours vécu ça comme une faute terrible. Et dans les souvenirs de Madame de Caylus, la nièce de Madame de Maintenon, on a la réaction de la mère au moment de la mort de son fils, le célèbre comte de Vermandois. C'était en 1683. Voilà ce que dit Madame de Caylus. « Je me souviens d'avoir raconté que feu monsieur l'évêque de Meaux Bossuet, lui ayant annoncé la mort de monsieur le comte de Vermandois, son fils, elle avait par un mouvement naturel répandu beaucoup de larmes, mais que, revenant tout à coup à elle dit à ce prélat « C'est trop pleurer la mort d'un fils dont je n'ai pas encore pleuré la naissance. » Oui. Mais quand elle s'est retirée définitivement au couvent, ses enfants sont jeunes, sa fille a 6 ans, son fils a 5 ans, et un jour on les lui amène, et le petit garçon veut courir dans les bras de sa mère, et elle lui refuse. Elle lui ferme ses bras et elle fait retirer l'enfant. Donc elle ne les a quasiment jamais vus. Situation relativement inédite à la cour, puisqu'il y avait eu Marie Mancini, il y avait eu d'ailleurs les sœurs Mancini, disons-le, avant elle, et puis pas mal de petites passades du roi, mais jamais de favorite en titre, comme on l'avait connu sous d'autres cours dans d'autres siècles. Là, d'un seul coup, elle est présentée comme favorite. C'est une position qui est sans doute difficile pour elle à tenir. Et alors, il y a l'ambivalence de la cour, c'est-à-dire que d'un côté, on lui marque un respect très prononcé, et d'un autre, on la considère comme la femme de mauvaise vie. C'est terrible, non? Oui, et puis c'est pas facile parce que à la cour, il y a des prélats qui sont sans cesse en train de tonner contre l'adultère. Notamment en période de carême. Oui, il y a Bossuet, et en même temps, elle est extrêmement proche d'eux. Et dès qu'elle peut, elle essaie d'avoir des conseils. Et donc, c'est un petit peu comme si elle était tout le temps en train de tendre les verges pour se faire battre. Donc, il faut voir qu'elle est dans une position quand même psychologique qui est quand même très douloureuse et pas évidente. Et puis arrive là-dessus, parce que tous ces rôdes, tous ces mousses, et arrive la terrible Montespan. Alors, dans le contexte d'une émission sur Louise, évidemment, Athénaïs fait figure de méchante. C'est la méchante fée, si je puis dire, mais elle va pas être tendre avec elle quand même. Ah non, pas du tout. Non, elle est vraiment méchante, et Louis XIV, entraîné par Athénaïs, est vraiment méchant vis-à-vis d'elle. Les dernières années, il y a plein d'anecdotes qui sont racontées et qui sont certainement vraies, où finalement Louis XIV prend plus de plaisir à rester auprès de Madame de Montespan, qui avait certainement une conversation beaucoup plus amusante et plus drôle, et on raconte une fois il passe par les appartements de Louise, et Madame de Montespan est là, et Louise tente de retenir le roi, et le roi lui jette son petit chien dans les bras en disant « Voilà, votre compagnie, ça vous suffira ».
Oh là là, Voilà. mon Dieu. C'est absolument Ouais, dur, hein. affreux, voilà, affreux. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est de voir que Louis XIV a eu un parcours amoureux assez archétypal d'une certaine manière, puisque à l'âge de la Passion, quand il avait 16 ans, il a été fou amoureux d'une fille qui était une tête folle, hein, cette Marie Mancini, qui était une passionnée dans l'âme. Ensuite, à l'âge des belles amours, si je puis dire, il a eu cette relation très pure et très tendre avec Louise de la Vallière. À l'âge où l'on cherche des plaisirs un peu plus sophistiqués, il a rencontré Madame de Montespan. Et puis à l'âge où on se retire un petit peu plus des choses et où on a besoin de calme, si je puis dire, il était avec Madame de Maintenon. Tout ça est d'une logique presque imparable. Oui, tout à fait. C'est un petit peu l'archétype. Moi, je trouve que c'est un roi déjà un peu bourgeois, on va dire, d'une certaine manière. Et il est... oui, peut-être pas en avance sur son temps, mais en tout cas, pour ses amours, il a quelque chose de très, très moderne. Ce sont les transitions peut-être entre chacune qui ont été un petit peu difficiles peut-être. Ah oui, il y a donc cette période de 1668-1669 où on a deux favorites à la cour. Ça fait jaser l'Europe entière. Ah oui. Les dames de la faveur. Déjà, bon, mais deux. Comme on les appelle, les dames de la faveur, ça devait faire un assez beau portrait finalement. Le roi, son épouse et les deux favorites à droite et à incroyable gauche. comme situation. Deux favorites dont on connaît l'inégalité de position, mais qui néanmoins... Alors, l'inégalité de position n'est pas forcément très claire pour les courtisans. Parce que c'est vrai que le fait d'en avoir deux, l'une fait paravent à l'autre, tout ça embrouille tout le monde. Et c'est vrai que quand on lit toutes les mémoires et qu'on essaie de croiser un petit peu ce que chacun savait, ça fait quand même beaucoup de confusion. Alors, je vais enfourcher les chevaux de Michel de Grèce et critiquer Louis XIV, que certains de nos auditeurs me pardonnent, mais on a envie de dire, pourquoi est-ce qu'il ne met pas fin à cette situation? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas clairement à Louise que c'est terminé, puisque visiblement il est très amoureux d'Athénaïs Parce que je suppose qu'il n'a pas envie, il aime beaucoup être aimé, il est le roi et ça lui va bien. Il est un peu macho, voilà. Ouais, c'est ça en fait. Ah oui, là c'est, je pense, vraiment quelque chose qui est, qui est un petit peu politique. Alors, il y a aussi un autre aspect qu'on pourrait aussi prendre en compte, c'est que Louis XIV est aussi timide. Bizarrement. Et donc, c'est la faiblesse ou la force de la timidité, il laisse les choses pourrir. Au lieu d'aller voir Louise et de lui dire maintenant je vous aime plus, il faisait la même chose avec ses ministres quand même. Exactement. Mais je pense que là, c'est une question... Il n'affronte pas les situations. Voilà. Et, il s'est affronté par ailleurs, mais là, il préfère laisser les choses pourrir. Et après tout, il ne s'en voudra pas puisque c'est Louise qui part. Je crois qu'il y a aussi cette dimension. Comme un peu de lâcheté là quand même. Oui, non oui, certainement. Oui, certainement. Là, pour le coup, dans tout ce qui est un petit peu ce qu'on appellerait de nos jours de la psychologie, c'est pas un très grand psychologue. Et comme il n'y arrive pas, il laisse pourrir les situations. Au moment de sa mort, en 1710, la duchesse de la Vallière est devenue une dame extrêmement respectée. C'est tout le paradoxe de sa situation. Et non seulement on vient la voir au Carmel, mais on vient la voir pour avoir des conseils comme on irait voir une conscience en fait. Oui, exactement. Elle fait vraiment figure d'une personne vraiment extrêmement sage. Madame de Montespan est venue la voir à plusieurs reprises. Quand elle-même allait très mal, il faut dire. Et quand elle-même allait très mal, exactement. Louise de la Vallière a laissé des écrits, alors qu'elle a écrit avant ou pendant qu'elle était au Carmel, des écrits spirituels, sur l'avancement dans l'amour de Dieu. Enfin voilà, ce genre de choses qu'on pouvait écrire à l'époque, mais qui ont été considérées comme étant des écrits tout à fait dignes de foi, voilà. Et donc c'est vraiment une autorité dans son couvent. Merci beaucoup Agnès Valk. On a envie de redécouvrir ce personnage d'une véritable richesse. Merci. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Tous les jours, Franck, vous nous emmenez là où l'histoire s'est faite. Et aujourd'hui, on parlait de Mademoiselle de la Vallière et de son amour pour Louis XIV. Eh bien, nous allons du côté de Reny et vous êtes notre guide. Et oui, alors le château lui-même, le château de la famille de Louise, existe toujours. Il est à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest d'Amboise et au nord-est de Tours, à peu près une vingtaine de kilomètres. On est en Indre-et-Loire, là, bien sûr, dans la jolie Touraine. C'est un beau château assez composite, architecture
16-17e avec un corps principal, une ancienne tour très large qui a visiblement été assez remaniée et une belle aile accolée, des toitures assez élégantes, des façades à parements de pierre et à chaînage de pierre et parements de briques. Alors c'est une propriété privée qu'on pouvait visiter il y a encore pas si longtemps. On pouvait la visiter notamment au moment des journées du patrimoine. Et puis là, en ce moment, si j'ai bien compris, le château est à vendre. C'est peut-être un moyen de visiter d'ailleurs. Allez à l'agence immobilière et vous visiterez le château. L'église est à voir. C'était après tout la paroisse de Louise de la Vallière. Cette église, elle aussi, est un petit peu difficile à voir parce que vous savez, comme beaucoup d'églises de France, on est obligé de la fermer pour des raisons de sécurité. Vieille église avec un remarquable clocher qui fait 40 mètres de haut avec ces flèches hélicoïdales qui sont toujours assez spectaculaires. Il y avait près de l'autel autrefois un portrait de Louise de la Vallière en Marie-Madeleine. Pour quelqu'un qui a tant pleuré, ça ne s'invente pas. Sauf que un archevêque de Tours au 19e siècle s'est avisé que c'était peut-être de mauvais goût et il a fait remplacer le portrait par une représentation du saint patron de l'église. Donc, tant pis, on voit plus le portrait de Louise de la Vallière. La favorite et sa famille sont quand même présentes dans l'édifice puisqu'il y a un vitrail récent des années 50 qui la représente, elle, en carmélite. Là encore, elle est associée à Marie-Madeleine, c'est toujours la repentance, vous savez. Et puis, on peut voir aussi la chapelle Renaissance des La Vallière, avec de très belles armoiries qui ont été peintes au début du XVIIe siècle. Alors, toute cette région est particulièrement jolie, une région, vous savez, sous les cieux qui sont sans doute les plus beaux de France, les ciels, devrais-je dire d'ailleurs, région vallonnée, tout près donc de la rive nord de la Loire, autour de la vallée de la Brenne, qui est son affluent, région dédiée aux promenades, aux randonnées, au vélo, à la montgolfière aussi, et puis bien sûr au vin, région viticole. Sûr. Alors tout près de Reny, vous pouvez visiter le château de Valmer qui se trouve à Chancey, château là encore 16-17e, adossé à un parc d'une 60aine d'hectares avec de très belles terrasses à l'italienne. C'est un jardin qui vaut vraiment le détour, il est labellisé jardin remarquable. Vous avez aussi une très belle chapelle troglodytite qui date de 1524, qui est assez spectaculaire. Ça se visite jusqu'au 21 décembre de 10h à midi et de 14h à 16h. Voilà un bon programme pour les vacances de la Toussaint. Ouais. Et puis, à Vernoux-sur-Brenne, donc toujours sur cet affluent, sur la Brenne, le château de Jalange. Alors là, il est magnifique. Ah oui, ça c'est une grande demeure, 15e, construit à l'initiative de Louis XI pour un des grands argentiers. Vous savez que c'est un des secrets des belles maisons. Généralement, elles ont été bâties par de grands argentiers. En l'occurrence, c'était Nicolas Gaudin. Très très beau château qui a été remanié à plusieurs reprises avec d'ailleurs une chapelle qui annonce déjà quelque chose d'assez baroque, qui annoncerait le style Louis XV, et puis un très beau jardin de la Renaissance où fleurissent quelques 2000 rosiers. Ai-je besoin de vous dire que ce n'est peut-être pas tout à fait la période pour le visiter. Attendez le printemps, bien entendu. Le vignoble de Vouvray, à ne pas oublier, bien sûr, magnifique avec ce cépage unique, ce chenin blanc qu'on appelle le Pinot de la Loire et qui fait parmi les vins les plus triomphants qu'on puisse connaître. Et puis 2 musées, justement, qui rendent hommage à ce patrimoine vinicole. Un à Vouvray même, le musée de la vigne et du vin du château Moncontour. Et puis à Chancey, le musée également de la vigne, du vin et de la tonnellerie. Tout ça, comment dit-on ? À consommer avec modération. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bonjour Lorena Martin. C'est à Vouvray que vous nous emmenez, vous ? Oui, on reste au cœur du vignoble de Vouvray, qui est préservé par l'inscription du Val-de-Loire à l'UNESCO dont vous venez de parler. Et l'hôtel dont je vous parle s'appelle les Hautes Roches, à Rochecorbon. Et il est situé sur la rive droite en fait, du fleuve, à quelques minutes de Tours, sur la route d'Amboise et de Blois. C'est un manoir 18e siècle qui est niché contre une falaise de tuffeau et qui surplombe la Loire. En fait, donc il y a une partie troglodytique en fait ? Exactement. C'est le premier hôtel de luxe troglodytique de France qui date de 1989. C'est un relais château. Et ces grottes en fait étaient autrefois rattachées à l'abbaye de Marmoutier et les chambres étaient des dortoirs réservés aux moines, des cellules monastiques et tout cela a été réhabilité et transformé en hôtel. Vous savez ce qu'on disait de l'abbaye de Marmoutier, qu'elle offrait la plus belle vue de France. Donc c'est vrai qu'on est là dans une région particulièrement favorisée. Oui.
Oui, avec une sublime vue sur la Loire. Cet hôtel a 14 chambres très élégantes. Vous en avez 12 dans le rocher, en fait, creusées à même dans la roche troglodytique, et 2 autres situées à l'étage du manoir. Et le domaine dispose aussi d'un restaurant tenu par Didier Hédon, qui est le chef au domaine depuis 1989, en fait, depuis la réouverture. Et comme on est sur la rive nord, l'avantage c'est que certes, ce sont des habitats troglodytiques, mais qui sont très bien exposés, qui sont plein sud en fait. Plein sud. C'est un restaurant étoilé qui se situe dans le pavillon avec la vue sur la Loire. Et le chef est d'origine bretonne, passionné par la Touraine aussi. Donc c'est un mélange entre terre et mer. Il associe bien sûr aussi les grands vins du Val-de-Loire. Oui. Et au beau jour, on peut se restaurer en terrasse qui donne sur la Loire. Tous les C'est Vouvray ne sont pas sublime. pétillants, loin de là, Non. précisons-le. Merci beaucoup Lorena, on a très envie. Là, ça y est, on est quasiment encore C'est on est magnifique. quasiment au week-end. Là, presque. Là, ça y est, c'est presque fait, ouais. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.